Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et nous sommes sur Sud Radio. Lorsqu'on parle de la pornographie, on a trop souvent tendance à tout mettre dans le même sac. Or, eh bien oui, il y a pornographie et pornographie. Tout particulièrement aujourd'hui, c'est en compagnie de Guillaume Le Dizez que nous allons évoquer la pornographie de l'âge d'or du X. Alors, pourquoi en présence de Guillaume Le Dizez? Tout simplement parce qu'il vient de publier 2 livres tout à fait magnifiques sur 2 acteurs emblématiques du cinéma porno des années 75-80. Alors justement, cette période qui est joliment appelée l'âge d'or du X, époque à laquelle j'ai participé, ça je crois que beaucoup le savent, eh bien ces années-là racontaient des histoires de femmes libres, souvent d'ailleurs, qui s'émancipaient en faisant l'amour avec des amants. Souvent d'ailleurs parce que leur mari n'était peut-être pas un suffisamment bon amant. C'est pour vous dire la liberté de ces femmes de cette époque. Et à cette époque, les films ne passaient qu'en salle. Et c'est seulement en 1985 que le premier film est entré dans le petit écran grâce ou à cause, chacun jugera, de Canal+. Aujourd'hui, je vous propose justement qu'on évoque ensemble l'impact de la pornographie sur la sexualité des Français. Alors, sans doute, dans ces années-là, c'était une révolution sexuelle positive. Et puis à présent, avec la pornographie de plus en plus hard et de plus en plus de mauvaise qualité, on peut en effet se poser la question, est-ce que c'est encore un plus pour la sexualité des Français? En tout cas, je vous invite à venir réagir, à nous raconter en quoi la pornographie en tout cas, a fait évoluer votre sexualité. Parce que ça, je crois que c'est sûr, toute personne qui regarde de la pornographie, forcément, est influencée par ce qu'il regarde ou ce qu'elle regarde. Parce que je sais que maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui regardent également la pornographie. Alors, on en parle ensemble avec Guillaume Le Dizez et avec vous, qui nous appelez au 0826 300 300. Alors, raison de plus pour nous appeler et participer à l'émission, puisque vous repartirez avec un des 2 beaux livres, un homme ou une femme, suivant vos goûts. Bonjour Guillaume Le Dizez. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes auteur et éditeur de nombreux livres. Je rappelle que c'est vous d'ailleurs qui avez été l'auteur du livre me concernant, les films de culte, qui est sorti déjà il y a 3-4 ans, je crois. Même un tout petit peu plus, mais oui, j'ai eu cet honneur. Oui. Bah, moi aussi, très joli livre. Et alors vous avez recommencé avec une grande actrice emblématique de cette époque, Marilyn Jess. Tout à fait, Marilyn Jess d'une part, et puis Richard Allan d'autre part. 2 parcours assez formidables. Alors Marilyn Jess, c'est un parcours qui prend place après le vôtre, puisque elle arrive quand vous dites adieu à cette fin des années 70. Voilà, fin des années 70 et début des années 80. Et puis Richard, lui, couvre une période plus grande, puisque lui, il est vraiment tout à fait. C'est un des acteurs vraiment emblématiques de cet âge d'or dont vous parliez, de cette parenthèse enchantée que lui a connue même avant même qu'elle advienne, puisque lui, il était déjà dans les milieux qu'on n'appelait pas encore libertins, mais c'est comme ça qu'il est arrivé à la pornographie, puisque il a une très très longue carrière, Richard Allan. À la fois pour ses talents d'acteur, si je puis dire, et puis aussi parce que, à un moment donné, il s'est même mis à produire. Enfin, il a vraiment été à tous les postes. C'est-à-dire, comme il avait tout un parcours dans l'immobilier, il a aussi beaucoup travaillé à trouver des beaux lieux, des châteaux, des appartements magnifiques où se déroulait le tournage. Il parlait allemand, donc il a beaucoup travaillé sur des coproductions avec l'Allemagne. Donc il a aussi beaucoup travaillé aussi pour les castings. Donc il a vraiment été à tous les endroits de ce milieu, et donc son parcours est très riche. On l'aura sans doute en ligne tout à l'heure dans la 2e heure, et on lui posera quelques questions. Alors Marilyn Jess, ça fait partie des rares actrices emblématiques finalement françaises. Il y en a pas tant que ça au fond. Si vous me demandez, il y en a que 2. Bah si, il y a quand même peut-être Clara Morgan. Alors Clara Morgan, oui, mais alors là on est déjà dans une autre époque, on est dans une époque qui est plus récente, oui, plus mais contemporaine. de l'époque de l'âge d'or, vous pensez qu'il n'y en aurait que 2? Oui, de cette époque vraiment, enfin dans le cœur des gens qui ont vécu c'est triste cette pour époque. vous, alors vous ne pourrez pas faire un 3e livre? Probablement pas, mais bon, moi je suis déjà très content des 2 livres que j'ai faits. Oui, le livre de Marilyn est magnifique avec beaucoup de photos. Alors justement, on parle de cette époque
qui commence donc au début de la pornographie, c'est-à-dire autour de 74-75. C'est ça, les prémices en 74, vraiment en 75, il y a ce moment incroyable où les films porno déferlent sur les Champs-Élysées, il n'y a pas encore de réglementation, et on peut voir et dans le même cinéma... Et tout de suite après arrive la loi X, qui exactement. Taxe de 33%, je crois, ces films-là. Qui crée un encadrement très fort, qui oblige les salles à se spécialiser, et donc qui commence à ghettoiser ce cinéma. Ce cinéma pornographique. Et on pourrait considérer que ça s'arrête aux alentours des années 80, 82. Ça s'arrête. Alors il y a un nouveau coup d'arrêt qui est porté en 81 par un durcissement de l'application de la loi. D'ailleurs de manière contre-intuitive par Mitterrand et Jack Lang qui arrivent au pouvoir. Ce qui est curieux parce qu'en général la gauche est plus libertaire que la droite. En l'occurrence, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc là commence une longue descente et on a encore des films qui présentent de l'intérêt pendant ces années-là, mais beaucoup moins. Et ça s'arrête vraiment avec on va dire, s'il faut dater, ce serait en 86, 87 avec les derniers tournages en 35 mm. Oui, et ensuite on tourne en vidéo après. Voilà, et ensuite on bascule définitivement dans l'ère de la vidéo. Et en fait, il ne s'agit plus de cinéma. Il s'agit d'autre chose, ça reste de la pornographie, mais on n'est plus dans le domaine du cinéma, on n'est plus dans des scénarios que vous évoquiez tout à l'heure, avec des histoires, avec des décors, avec des intrigues, avec des films qui étaient faits pour être vus en salle, ce qui change complètement la nature même de ces films-là, puisque c'est des films qui étaient initialement faits pour être vus, même en couple. Dans des salles où on s'asseyait et on regardait pendant 1h10 ou 1h20 une intrigue. Et donc les histoires sont de plus en plus brèves et les scènes de hard de plus en plus grandes en fait au fil du temps. Oui, c'est pour ça. Arriver aujourd'hui à ce qui est pratiquement plus d'histoire. En fait, c'est vraiment le passage à la vidéo qui signe l'abandon du format film qui n'a plus d'utilité, qui ne correspond plus aussi au contexte dans lequel les films sont distribués, dans lequel ils sont vus. Donc oui, on abandonne, on passe sur une pornographie qui devient fonctionnelle. Et donc il n'a plus rien de fictionnel. Et parallèlement à ça, on constate aussi entre le début de la pornographie, en tout cas, il y a eu des films pornographiques avant qui étaient diffusés dans les bordels, etc. Mais enfin, considérons donc le début de la pornographie cinématographique dans les salles en 74. Et au fur et à mesure, jusqu'à aujourd'hui, on constate aussi une accélération de la violence et de scènes de plus en plus hard. Et on pourrait même dire qu'il y a une manière de filmer la femme qui évolue aussi énormément entre. Alors c'est très net. Pendant cet âge d'or du cinéma, on a effectivement une pornographie qui est extrêmement bon enfant comparée à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur n'importe où. C'est même assez peu pornographique selon les critères actuels, et on va avoir une sorte à partir de la vidéo, la production va se spécialiser dans tout un tas de branches et de niches, avec des niches extrêmement dures, effectivement violentes, avec des motifs, de la mise en scène de dégradation des personnages, enfin des actrices, parce que on n'est même plus dans le cas dans la situation de personnage. Et donc effectivement, en matière d'influence, ce que vous disiez en préambule de votre émission, ça ne se passe plus du tout de la même manière, ça n'a plus du tout le même effet par rapport à ce cinéma pornographique, somme toute très festif, très joyeux, et même si il ne s'agit pas d'un cinéma féministe, mais malgré tout, il y a une place de la femme qu'on aimerait bien retrouver aujourd'hui ailleurs que dans les productions les plus engagées de la pornographie contemporaine. Alors on sait que quand on regarde des images ou des films, ça influence notre sexualité. Donc nier que la pornographie influence la sexualité des Français, ce serait totalement débile, on est bien d'accord. Et est-ce que la question de se poser en bien ou en mal est justifiée, ou est-ce que ça dépend des individus ? Moi j'ai évidemment un avis, mais qu'est-ce que vous diriez, Guillaume Le Dizez ? Que comme dans tout type d'image, il y a une éducation qui est nécessaire à l'image, puisque des images seules devant un public très jeune et forcément peu armé, peu outillé, ça peut être très dévastateur. Donc alors évidemment c'est moins compliqué avec le cinéma X des années 70-80 qui fait pas de mal à une mouche par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, ça peut être très dommageable, et effectivement il y a une responsabilité des parents et puis de l'ensemble des acteurs éducatifs pour éduquer au porno, puisque le porno de toute façon il est là, l'éradiquer, ça c'est vain. Même si on entend parfois certaines personnes qui pensent que ce serait la solution, mais de toute façon avec Internet, je vois pas comment on pourrait
Interdire, en tout cas... oui, techniquement, ça paraît assez peu crédible. Donc oui, non, il faut enseigner le porno. Et effectivement, il y a des types de productions qui devraient, à l'intérieur de toutes ces niches, de toutes ces spécialités, il y en a certaines qui devraient faire l'objet d'un encadrement plus strict, oui, c'est sûr. Il y a déjà aujourd'hui des règles dans la pornographie. On n'a pas le droit de montrer des choses qui sont illégales. Donc on pourrait aussi faire bouger les limites de la légalité à l'intérieur des pratiques pour imaginer qu'il y ait certains motifs qui en soient exclus, quoi, qui soient plus de l'ordre du fantasme. Enfin, c'est vrai que quand on entend parler de la culture du viol, c'est vrai que le porno, il est pas beaucoup il est pour beaucoup dans l'entretien et le maintien de l'idée, enfin de fantasmes sexuels autour de figures du viol. Et d'ailleurs, beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec des jeunes adolescents disent bien qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire l'amour, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont vu dans les films pornographiques. Et c'est évidemment pas tout à fait romantique, on peut l'imaginer. C'est assez peu romantique, et puis surtout, ça pose tout un tas d'autres problèmes, voilà, de pratiques qui sont en fait compliquées, enfin, qui posent tout un tas de soucis, même des soucis physiologiques. Et donc, oui, il faut éduquer les enfants à la pornographie. Oui. Alors il faut quand même s'y intéresser un tant soit peu soi-même, même si on n'est pas féru de pornographie, pour pas raconter n'importe quoi, et puis pas aussi plaquer des prénotions, hein, sur la pornographie, parce qu'on peut, comme en tout domaine, raconter beaucoup de bêtises à ce sujet. Oui, la pornographie, c'est pas non plus le diable, hein, essayons de trouver le juste milieu. C'est ce qu'on va faire avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Je vous demande de réagir, de nous appeler au 0826 300 300. Et peut-être que vous pourrez repartir avec le magnifique livre de Marilyn Jess ou celui de Richard Allan, qui est un peu différent. C'est pas un livre avec beaucoup de photos. C'est un livre où on découvre la personnalité de cet acteur emblématique, hein, qui peut être l'acteur français le plus emblématique du cinéma pornographique, en tout cas. Ah oui, sous aucun doute. Oui. Surnommé Queue de béton, quand effectivement, même. Affectueusement. Affectueusement, ça veut tout dire. Allez, dans un instant, c'est Christophe qui prend la parole sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons la pornographie et l'effet qu'elle a sur notre sexualité en compagnie de Guillaume Ledizez, qui vient de nous sortir 2 livres, un sur Marilyn Jess avec de nombreuses photos, une actrice emblématique des années de l'âge d'or du cinéma X, et puis une sorte d'autobiographie, on pourrait le dire, hein, de Richard Allan, qui a été un acteur fétiche aussi à cette époque. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Guillaume. Bonjour. Enchanté de vous avoir au téléphone. Merci, écoutez, nous aussi on est enchantés. Alors moi j'ai un peu plus de 50 ans et la pornographie a commencé avec des revues. Alors à l'époque il n'y avait que ça, libre distribution. Moi je viens de la campagne, les films n'existaient plus en salle et on ne pouvait pas aller en voir. Donc moi j'ai commencé à m'instruire, à découvrir, j'allais dire, le corps de la femme à travers des revues. Ça allait de Playboy à Penthouse. Alors vous aviez quel âge quand vous commencez à vous intéresser à l'anatomie féminine, Christophe? Je vais dire 16 ans, 15-16 ans. 15-16 ans, d'accord. Voilà, donc c'était dans les années 85-90, si je fais un calcul rapide. Hein. Fin des années 80, voilà. Et puis après il y a eu les premières cassettes VHS. Où là, on a regardé, je me rappelle, d'un ami qui avait piqué les cassettes de ses parents et on avait regardé ça pendant que j'étais pas là. Et ça a déjà été un changement radical, je pense, dans la consommation de la pornographie, la VHS. Hein, Guillaume Ledizez? Ah oui, complètement. Non, mais la VHS a fait rentrer les films dans les foyers, alors qu'avant, il fallait sortir de chez soi pour aller voir des films. C'est ça, donc moi on a commencé comme ça, voilà, je me rappelle même le titre, c'était OK Patron, voilà, c'était assez drôle. OK Patron, en fait, oui, c'est pas très pornographique comme titre ça. Mais je trouve que c'était beaucoup plus drôle qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la pornographie, en fait, au-delà des titres qui étaient beaucoup d'imagination, il y avait une histoire. Il y avait de l'humour dans les histoires, souvent, oui, il y avait de l'humour. Voilà, de l'humour, on rigolait, il y avait le scénario. Alors les acteurs, c'était pas des grands acteurs au niveau acteurs comme on peut le dire, mais pourtant on voyait de la sexualité, des corps de femmes et des corps d'hommes nus.
Donc voilà, à la vingtaine, c'était un peu avant, c'était une découverte. Ça a commencé comme ça. Puis après... Alors justement, vous découvrez l'acte sexuel, hein, puisque vous voyez des hommes et des femmes en train de faire l'amour sur l'écran. Ça vous a plutôt rassuré, décomplexé, ou au contraire, vous vous êtes dit, oh là là, lui, il a quand même un membre puissant, comment je vais faire? Qu'est-ce que vous diriez? Alors il y a eu un peu des deux, c'est-à-dire qu'à la fois, ils étaient tous surmembrés, les hommes. Je trouvais que les femmes étaient naturelles. Il n'y avait pas de siliconé comme aujourd'hui, où elles ont toutes des seins extrêmes et des fesses qui se ressemblent. Donc il y avait une forme de normalité. Voilà, moi ça m'a plutôt rassuré. J'ai la chance d'être bien pourvu, donc j'étais pas complexé par rapport à ça. Voilà, même s'ils étaient plus grands que moi et plus endurants. Et puis après, avec mon épouse, ça a été un moyen, je vais dire, de faire découvrir à l'autre ses fantasmes. C'est-à-dire que choisir un film, il y avait le vidéoclub, on allait au vidéoclub choisir des films, Canal+. Ça nommait la chaîne qui permettait d'avoir accès à un film le samedi par mois, voilà. Mais sinon, c'était aussi, voilà, permettre à mon épouse de lui montrer des fantasmes mis en scène. Et donc ça a libéré aussi la sexualité de votre épouse, visiblement. Tout à fait. Et elle aussi, après, elle disait ça j'aime pas, voilà. Aujourd'hui, c'est devenu une marchandise. Je vais dire que le corps, quel que soit le corps de l'homme ou de la femme, sont devenus des marchandises où il suffit de taper sur un moteur de recherche le physique, la position, la situation, et on a des films où il n'y a que ça. Voilà, il n'y a plus d'histoire. Alors il y avait la pornographie, alors c'était pas la pornographie, mais c'était, je vais dire sur M6, je vais faire de la pub, mais il y avait certains films érotiques qui passaient. Le dimanche soir, oui, à 22h30. Ouais, le dimanche soir, c'est ça. Donc il y avait un peu d'histoire, un peu d'érotisme et de fantasme qui pouvaient être intéressants. Et puis voilà, avec... Donc vous avez la nostalgie de cette époque, visiblement. La nostalgie, du moins l'intérêt d'avoir une histoire. Quand on regardait, on regardait pas que du sexe. Parce que voilà, l'acte sexuel dans différentes positions, il y avait ça qui nous intéressait. Alors j'ai vu vos films aussi, Brigitte, je vais pas mentir. Je ne vois pas pourquoi vous mentiriez d'ailleurs. Non mais voilà, je le dis, voilà ce que je trouvais. Vous n'êtes pas le seul, Christophe, rassurez-vous. Je sais bien. Ce que je veux dire aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que les corps étaient naturels. Aujourd'hui, il y a tout de faux. C'est-à-dire que, mais comme notre réalité d'aujourd'hui, les filtres existent partout. Dès qu'on prend une photo, on transforme tous les filtres. Les films que j'ai pu voir à l'époque et les vieux films, et encore, j'essaye d'en retrouver certains anciens, il y avait le corps au naturel. Et effectivement, la femme avait une autre place, elle se libérait. Voilà, comme vous disiez dans votre présentation, c'était les femmes qui allaient voir d'autres hommes parce que le mari n'était pas compétent ou que le mari... Voilà, il y avait autre chose, il y avait une autre fantasmagorie, voilà, qui aujourd'hui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est... Est-ce que ce que dit Christophe, Guillaume le disait, vous avez l'impression que c'est ce que disent beaucoup de gens, ou est-ce que les jeunes finalement se sont adaptés à la pornographie actuelle? Les jeunes, ils sont très adaptés à la pornographie actuelle parce qu'ils connaissent pas ce qu'il y a pu avoir avant. D'ailleurs, c'est aussi parmi les bonnes raisons qu'il y a à faire ce type de livre, c'est de montrer aussi qu'il y a eu tout ce patrimoine de mise en scène et voilà, cet art de la mise en scène des fantasmes et de la vie sexuelle et de ce qu'il était permis de représenter à l'écran. Mais oui, non, aujourd'hui, les jeunes, ils vivent, ils grandissent avec ça. Alors, je pense qu'il faut pas non plus imaginer qu'ils n'ont pas une forme de lucidité aussi par rapport à ça, qui va grandissante. Mais c'est vrai que ce sont des modèles qui sont assez réducteurs. Alors Christophe, merci de ce témoignage. Et puis, vous pouvez choisir. Est-ce que vous préférez recevoir le livre de Marilyn Jess ou celui de Richard Allan? Je vais dire Marilyn Jess plutôt. Je suis surprise. Mais... Votre femme ne va pas être jalouse, vous êtes sûr? Non, au contraire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'aime les femmes. Vous êtes tellement belles, mesdames. Oui, et vous verrez, elle est magnifique aussi. Les photos c'est un livre vraiment très très beau, et donc on vous l'enverra, Christophe. Merci en tout cas d'avoir témoigné. De rien, je vous remercie. Je vous souhaite encore une bonne année, si on peut encore le dire. Jusqu'à la fin janvier, je crois. Voilà, pleine bonne continuation
pour vos émissions, parce qu'elles sont toujours très très riches et intéressantes. Eh ben, on va continuer, Christophe. Merci en tout cas de ce témoignage. Vous continuez vous aussi à nous appeler au 0826 300 300. Vous l'avez compris, vous aurez peut-être la chance de recevoir un de ces 2 ouvrages de Guillaume Le Dizez. Tout de suite, on fait une pause et on retrouve notre Sexy News Flore Chéri qui va nous parler du monde de la BD. On reste sans doute aussi dans l'érotisme et la pornographie. À tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Guillaume Le Dizez, nous accueillons Flore Chéri. On change de genre, enfin, je ne sais pas. En tout cas, on passe à la BD avec vous, Flore Chéri, aujourd'hui. Oui, exactement. Je voulais venir vous parler de la BD, plus précisément de la féminisation de la BD. Parce qu'en parlant de pornographie, qui est votre sujet du jour, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un parallèle flagrant avec celui de l'industrie de la pornographie. Cela a été fait à l'origine pendant des décennies par des hommes pour des hommes. Et il y a eu un virage féministe à partir du 21e siècle qui s'est accéléré même ces dernières années. On estime aujourd'hui, par exemple, dans le monde de la BD, qu'un petit tiers de la production de la BD est créée, pensée, croquée par des femmes. Un chiffre qui aurait redonné de l'espoir à nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, puisqu'au XXe siècle, c'était les hommes qui dominaient largement. La première BDiste connue date du tout début du XXe siècle. Elle s'appelle Jacqueline Rivière. C'est la scénariste, vous la connaissez tous, de Bécassine. Vous savez, cette jeune nonne. Pas très érotique quand même. C'est pas très érotique, bretonne. Mais là, je parle de la BD non érotique. Oui, oui, jeune nonne bretonne un peu bécasse qui a la particularité de n'avoir pas de bouche sur son visage. Un succès pour l'hebdomadaire La Semaine de Suzette, mais une figure d'exception dans la bande dessinée qui durera donc près d'un siècle sous le joug de la vision masculine, faite pour des adolescents, des jeunes hommes ou des lecteurs de magazines. La grande différence avec le porno, c'est que les personnages féminins sont toujours hyper sexualisés et stéréotypés, mais au moins elles sont les stars dans les films X, alors que dans la BD, c'est souvent un rôle de second plan qui les attendent. Ce tournant de la bande dessinée qui s'est féminisée, il est vraiment marqué à partir de l'année 2000. C'est la première année que Florence Kestac devient la femme à recevoir le prestigieux Grand Prix de la ville d'Angoulême. Et Marjane Satrapi sort 4 volumes du roman graphique Persépolis entre 2000 et 2003. C'est un véritable succès. Il est vendu à des millions d'exemplaires et il ouvre la voie à d'autres femmes BDistes pour se saisir du crayon, du feutre et de la couleur et présenter elles aussi leur vision du monde. On pense notamment à Pénélope Bagieux en 2016 et le roman graphique Culotté qui retrace le parcours atypique des femmes oubliées de l'histoire. Un succès international pour cette BD, traduit en 20 langues. Il a remporté le prix américain Henner Award, une des récompenses les plus prestigieuses au monde. L'avancée des femmes dans le monde de la BD est en marche. Semaine prochaine, c'est le festival d'Angoulême 2023. Les 3 finalistes du Grand Prix, c'est 2 femmes et un homme. Catherine Meurice et l'américaine Alison Bechdel, aux côtés de Riyad Satouf. L'année dernière, c'était 3 femmes qui étaient en finale. L'industrie de la BD est-elle en pleine révolution rose? Très certainement. L'industrie de la pornographie arrivera-t-elle à suivre le pas à l'heure où de plus en plus de productions se veulent éthiques et féministes? C'est peut-être aussi ce qui pourrait s'annoncer. Vous pensez que la pornographie va être de plus en plus envahie par les femmes? Alors, moi j'aimerais bien, puisque ne serait-ce que s'il y avait autant de femmes qui font des films porno que des femmes qui en regardent, déjà ce serait... C'est aussi ce qui se passe avec la bande dessinée, c'est aussi que... Mais en même temps, j'en ai pas vu beaucoup de films pornographiques récents parce que c'est pas ma passion la première, mais je trouve pas que la différence est fondamentale entre les films que font les femmes et les films que font les hommes. Ouais, si, quand même, il y a quand même des différences, mais bon, après, alors, ce ne sont pas vraiment des films, mais il y a des lignes de production. Enfin, mais aussi, il y a quand même des différences. Mais après, il y a aussi comment ces films sont distribués, comment ils sont vus, comment on y accède. C'est le grand problème, de toute façon, actuel. Comment ils sont produits. Mais là où je vous rejoins, Brigitte, c'est que souvent, on parle plus de pornographie alternative que vraiment de pornographie féministe. C'est-à-dire que dans le cahier des charges, il y a représenté des corps différents, des scènes qui ne sont pas pénétrocentrées, etc., etc. On est plus, en effet, sur de la pornographie alternative qui sort du mainstream que vraiment quelque chose de féministe à destination des femmes. Oui, et il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui font qui sont impliquées et engagées dans la pornographie alternative. Oui.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a pour l'instant pas vraiment encore de place pour à nouveau des films qui seraient des films pornographiques. Non, mais il y a c'est ça qui pourrait peut-être sauver, si je puis dire. Sans doute, mais ça pose le problème de comment serait-il vu, comment serait-il diffusé, comment serait-il financé aussi, puisque il y a aussi un enjeu économique. Est-ce que ça intéresserait le public? C'est peut-être un sondage qu'il faudrait faire. Union pourrait faire ce genre de sondage, non, Flore Chéry? Bien sûr, mais je pense que sur la pornographie qui se féminise, elle se féminise, mais peut-être pas forcément sur les tubes pornographiques. J'en parlais la dernière fois, par exemple, le podcast audio érotique, c'est majoritairement des entreprises, des startups qui sont menées par des femmes, pour des femmes. Je pense aussi aux romans érotiques qui sont de plus en plus achetés et consommés par des femmes et écrits par des femmes. 50 nuances degrés, évidemment, a été le fer de lance, mais il y a toute une production. Oui, non, mais dans la littérature, c'est évident qu'il y a une différence. Quand on lit un livre écrit par un homme ou par une femme, je parle de littérature pornographique, je trouve qu'on voit vraiment la différence. Plus que, me semble-t-il, dans la vidéo. Alors, il y a des sites ou des plateformes qui rassemblent des productions pornographiques alternatives, et effectivement, on voit bien la différence quand on va sur ces plateformes-là. Mais il faut faire une démarche active pour y aller. Ça, c'est pas au milieu, effectivement, des endroits où, par exemple, sur les grosses plateformes comme YouPorn, où l'essentiel de la pornographie est consommée aujourd'hui. Effectivement, là, on ne les trouve pas. Je me pose la question vraiment de transposer toujours ce qui fonctionne sur les hommes. Devrait fonctionner sur les femmes. C'est la même chose sur le striptease à destination soi-disant des femmes. Ça marche pas. Pourquoi ? Parce que peut-être les femmes ne sont pas intéressées par voir des hommes se dénuder, et c'est pas comme ça que fonctionne leur excitation. Donc peut-être que dans le porno, il y a quelque chose de peut-être très masculin qu'on appellerait le plaisir scopique, le plaisir de voir un corps, un sexe, la génitalité presque gynécologique des femmes. Peut-être que finalement, l'érotisme féminin, il a d'autres sorts, et que c'est ces ressorts-là qu'il faut aller chercher. C'est pour ça sans doute que la littérature marche mieux. C'est voilà, et pour ça que le podcast audio fonctionne peut-être mieux aussi sur les femmes. C'est peut-être aussi aux hommes de s'éduquer aussi à ces autres manières de s'exciter et de fantasmer. Vous savez, ça, c'est par rapport à nos sens. L'homme est très visuel, la femme, elle est plus auditive, par exemple. Alors certes, mais le fantasme, ça se cultive. Enfin, c'est pas vous que je vais le dire. Je sais pas si c'est. Enfin, oui, bien sûr. Il y a une dimension culturelle aussi au fantasme, et donc c'est vrai que la pornographie la plus répandue, elle demande pas beaucoup, elle demande assez peu d'efforts, en particulier au public masculin. Mais est-ce qu'on sait si les femmes regardent plutôt les films pornographiques seules ou avec leur homme? Parce que si elles le regardent avec leur homme... Elles le regardent seules, elles regardent beaucoup de la pornographie plutôt lesbienne. Aujourd'hui, on estime que 30% du trafic sur les sites pornographiques, ce sont des femmes. Et je pense que là, il y a une forme de plateau, c'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément plus. Et c'est parce qu'elles vont chercher quelque chose qu'elles ne voient jamais dans leur quotidien, deux femmes entre elles, des scènes bisexuelles, etc. Oui, et puis le plateau, il est aussi le fait de l'offre qui est aussi, c'est qu'il y aura sans doute la pornographie telle qu'elle est produite aujourd'hui, telle qu'elle est proposée dans son ensemble, a une limite en termes ne pourra pas plaire à tout le public féminin. Ah là, ça c'est sûr, oui. Oui, enfin, de toute façon, ça reste largement un public masculin, la pornographie, quoi qu'on en dise. Ah oui, quoi qu'on en dise. Oui. Mais bien sûr. Même si je sais que ça progresse. Oui, bien sûr que ça progresse. Il y a même de plus en plus de femmes qui sont addictives à la pornographie, donc ça progresse. Je ne sais pas si ça c'est bon signe. J'ai pas dit que c'était bon signe, mais ça progresse même dans ce sens-là. Bon, merci en tout cas, Flore Chéry. Et puis, vous allez à Angoulême ? Non. Non. C'est triste, c'est dommage. Bah oui, c'est dommage. C'est un très beau festival en plus. Et on peut vous retrouver bien sûr dans votre roman Matriarchie aux éditions de la Musardine, justement, puisqu'on parlait littérature. Tout de suite, c'est Serge qui va répondre à 3 questions intimes et vous pourrez en poser une ensuite à Guillaume. Serge. Alors évidemment, première question, qu'est-ce que vous préférez regarder dans la pornographie ? Les femmes. Non, mais ça c'est une réponse trop facile, Serge. Mais encore. Non, moi ce que j'aime bien, c'est pas mal d'érotisme plus que la pénétration, le nombre, le record. Moi j'aime bien quand il y a beaucoup d'érotisme, beaucoup de massages et par exemple des scènes. J'aime bien les extérieurs, par exemple. Les extérieurs, c'est-à-dire quand les gens font l'amour ailleurs que dans une chambre. Oui, qui est un peu. D'accord. Ouais. C'est votre côté écolo, sans doute, Serge. Peut-être. Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience homosexuelle ou est-ce que ça vous tenterait ?
Alors, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni Vraiment l'autre. pas. Vraiment Non, pas. vraiment pas. Vraiment pas. Bon, ben écoutez, pourquoi pas. Hein. Et dernière question, quel est le temps que vous consacrez aux préliminaires ? Pas assez au goût des femmes. Mais en fait, ça dépend des moments. Les quickies peuvent être bien, et puis par moment, c'est pas une question d'heure, c'est pas une question de date, c'est pas une question, c'est vraiment l'instant. Et puis plus la relation est récente, évidemment, plus les préliminaires sont. Bon, vous avez un petit côté normand, hein, Serge, dans vos réponses, hein, vous avez remarqué. Hein. Bon, allez, je vous laisse poser une question à Guillaume Le Dizez. Moi, je me demandais justement si plus on regardait de porno, plus ça avait tendance à développer la libido, ou au contraire, si ça avait plutôt tendance à la calmer. Alors, ça dépend. On peut regarder par exemple, quand on prépare un livre, on peut regarder beaucoup de pornographie de façon assez détachée. Donc, on peut se dissocier, quand on a besoin de regarder des pornos. Mais cela étant, moi, je parle de mon expérience personnelle. Quand on décide qu'on n'est plus en train de travailler, l'effet reste intact. Hein. Donc, je pense que non, on a quand même un peu prise sur l'effet que ça nous fait, hein, malgré tout. Hein. On se met soi-même dans les dispositions pour bien recevoir le spectacle pornographique, ou rester très, très détaché. Ça dépend. Ça risque pas de diminuer le réel, l'envie du réel. Si, je crois peut-être pas chez Guillaume, hein, puisque sa réponse est assez claire, mais évidemment, hein, que lorsqu'on regarde énormément de pornographie, on peut ensuite, avec sa compagne, être un petit peu en panne, hein, parce que elle l'excitera moins que tout ce qu'il aura vu de femmes hyper sexy, etc. Hein. C'est des choses qu'on entend en sexothérapie. Hein. Oui, et puis le porno, c'est aussi un refuge par rapport à la réalité de la sexualité. C'est aussi un monde où tout se passe bien, qui n'est pas celui des vraies interactions sexuelles entre individus, qui comportent ces petits accidents, ces difficultés quotidiennes. C'est vrai. Voilà les réponses, Serge. Merci en tout cas. Bien, merci Guillaume. Allez, on fait une petite pause et on va donner la parole aux femmes aussi. Est-ce qu'elles consomment de la pornographie? C'est ce que va nous dire Nathalie dans un instant. Et vous pouvez également venir donner de votre avis au 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Guillaume Le Dizez, auteur de ces deux magnifiques livres, l'un sur Marilyn Jess, l'autre sur Richard Allan, deux grands acteurs de l'époque des films de l'âge d'or du X, que nous évoquons justement les effets de la pornographie sur notre sexualité. Et c'est Nathalie qui est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour à Guillaume et bonjour à vous Brigitte. Bonjour. Eh bien alors justement, vous avez regardé un peu de pornographie, mais vous n'étiez pas spécialement fan, hein, je crois. Non, pas du tout. Moi j'ai la bonne cinquantaine. Quand j'étais jeune et adolescente, c'est vrai que c'était le début de la pornographie. C'est vrai que quand j'étais ado, j'ai un petit peu surpris des séances cinéma chez mes parents, où il y a des gens qui se réunissaient. Je suppose que c'était des cassettes, je sais plus trop ce que c'était à l'époque. Enfin, bref. Sans doute, oui. Et voilà. Et après, quand j'ai été adulte, j'ai été assez séduite par les films comme Emmanuel ou des films érotiques. Mais j'ai toujours considéré que la pornographie, quand j'étais jeune adulte, c'était une affaire de mec. Alors c'est un peu bizarre, mais bon, j'ai jamais adhéré parce que j'ai toujours eu l'impression qu'on essayait de me drainer vers la pornographie et que moi je reculais et je trouvais pas ça très attirant. Ça me dégoûtait un peu en fait. Mais c'est quelque chose qu'on peut entendre chez de nombreuses femmes, hein, Nathalie. Ouais. La vision en gros plan d'une verge qui rentre dans un vagin, c'est quelque chose qui peut être un peu dérangeant pour une femme. Oui, c'est vrai.
Après, c'est vrai que moi, je pense que j'étais assez sentimentale étant plus jeune, et du coup, ça me heurtait un peu. Par contre, j'ai toujours été assez réceptive au côté érotique, ce qui donne envie, ce qui émousse un petit peu les sens, et aussi la littérature. J'ai lu un peu de littérature. Bon, j'ai lu des choses comme soft, hein, comme La bicyclette bleue, et puis j'ai lu quelques nouvelles. C'est très soft quand même, La bicyclette bleue. Ouais, hein. bon, ça, on commence par là. Voilà. Oui. Après, on en entend parler, on le lit. Et après, moi, j'ai lu quand même des nouvelles érotiques que j'ai trouvées très bien. Ouais, tout à fait. Et voilà. Mais après, je me suis jamais trop appesantie sur le sujet, en fait. Voilà. Oui, mais ce que vous dites est assez féminin. Hein. On voit bien encore une fois la différence. Alors, est-ce que c'est culturel? En tout cas, si c'est culturel, ça a la vie dure. Hein. Avec les années, ça s'est installé comme quelque chose de culturel, et effectivement, c'est majoritairement, enfin voilà, tout le montre, une pratique d'abord qu'elle fait des hommes. Et c'est vrai que vous disiez tout à l'heure que vous n'aimiez pas avoir été entraîné dans le fait de regarder de la pornographie. C'est vrai que c'est quand même plutôt les garçons qui essayent de faire regarder du porno à leurs petites amies. Hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai. Et alors, je reviens sur ce que vous nous avez dit, qui est assez étonnant. Donc, vous étiez encore très jeune, hein, et vous aviez vos parents qui s'enfermaient avec d'autres adultes, et vous aviez donc deviné qu'ils regardaient des films pornographiques. Oui, parce que vu la configuration de ma chambre, là où elle était placée. Et vous entendiez donc des chuchotements? Oui, j'ai tout de suite compris qu'il y avait une séance collective pour regarder ça, oui, qui se passait chez mes parents, oui. Et quel effet ça a eu sur vous, d'après vous? Oh, quand j'étais jeune, ça a aiguisé un peu ma curiosité. Je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'imaginais pas du tout chez mes parents. Mais après, comme ils faisaient partie d'une bande de joyeux lurons, voilà, et je sais que c'était pas mes parents qui étaient allés vers ça, mais c'était les autres qui avaient dit, bah tiens, on va vous montrer ça, ça va être... Et en fait, tout le monde rigolait bien, en fait, apparemment. C'était assez joyeux, en fait. Donc ça m'a pas choqué. Non, je pense que ça m'a pas choqué, rien du tout. Au contraire, ça vous a plutôt montré en tant que très jeune fille que vos parents n'étaient pas fermés à la sexualité. Donc c'est plutôt une permission quelque part que ça a pu vous donner. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une ouverture d'esprit. Oui, en fait, on n'était pas dans un milieu trop coincé, et même en habitant un peu à la campagne, etc. J'avais affaire à des adultes un peu ouverts sur... Après, pour moi, ça représente la vie aussi. Hein. La vie, la sexualité, c'est un tout. Et ce qui m'attire pas du tout, c'est aussi le côté actuel de la pornographie. Je trouve que ça va trop loin. Le peu que j'en aperçois me rebute, en fait. Oui, quand vous dites le peu que j'en aperçois, c'est-à-dire vous en avez vu parce qu'on vous en a fait voir c'est simplement les échos, parce qu'en fait, moi, en fait, je m'y intéresse de l'extérieur, d'un point de vue plus sociologique, etc. Il y a des fois, il y a des documentaires sur Arte ou des choses comme ça. D'accord. Et je vois des documentaires qui parlent de ça. J'ai déjà vu des interviews avec Ophélie, le féminisme, la pornographie, etc. Donc en fait, voilà, ça me donne à voir des choses actuelles et l'évolution, en fait. Et alors justement, vous avez des enfants, Nathalie ? Oui. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez dit pour les protéger justement d'une pornographie qui aurait pu être un petit peu agressive pour eux ? Alors, quand ils étaient plus jeunes, je pense que j'ai essayé de leur donner un cadre de vie où il n'y avait pas trop de temps mort, en fait. Il y avait du sport, il y avait des tas de choses. Et j'ai essayé, en fait, moi, de les éduquer un petit peu à la sexualité, de façon un peu soft et tout, et en répondant à des questions. Et puis après, disons que
J'avais juste l'espoir qu'ils en consomment pas, mais je savais pas trop en fait. En réalité. Alors l'espoir qu'ils n'en consomment pas, je crois que ça c'est un espoir qu'il faut peut-être auquel il faut tordre le cou peut-être, hein, Guillaume le disait. Oui, de toute façon, aujourd'hui, il y a une facilité d'accès qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité au contenu pornographique. Donc voilà, on ne peut pas trop lutter contre ça, mais c'est surtout effectivement leur donner des outils, des armes intellectuelles, morales, psychologiques, pour que ça ne les atteigne pas, ça ne leur fasse pas voilà, ça ne leur fasse pas de mal. Bon, après maintenant mes enfants sont grands, des adultes, ils sont grands, et du coup non, mais je pense que j'ai pas l'impression ça m'a pas donné l'impression qu'ils en consommaient. Bon, après c'est entre jeunes que ça se passe, etc. Mais voilà. Ils ont fait ça de façon normale, quoi. Je veux dire, le problème, c'est que c'est peut-être de moins en moins entre eux. C'est peut-être de plus en plus individuellement. C'est beaucoup plus solitaire. Et c'est ça aussi qui est ennuyeux, parce que quand on entend Christophe qui regarde ça avec des copains, on voit bien que quelque part ça passe comme une bonne plaisanterie qu'on fait ensemble, quoi. Ouais. Ça n'arrive quasiment plus. Hein. Non, voilà, il y a ce paradoxe où à la fois on tait et on cache la consommation de pornographie aujourd'hui, et elle est devenue totalement individuelle sur un écran en plus qu'on peut emmener avec soi, donc en plus on peut physiquement se cacher beaucoup plus facilement qu'avant où c'était sur la télé du salon, hein, comme ce que vous racontiez, et voilà, donc on n'a jamais autant consommé de pornographie. Et on l'a jamais fait de manière aussi solitaire et même clandestine. Alors que, effectivement, à l'époque de la VHS, de la diffusion sur Canal+, et puis encore plus à l'époque des sorties dans les salles, c'était collectif. Mmh. D'où la nécessité, je dis pas ça pour vous Nathalie, puisqu'ils sont grands, peut-être qu'en tant que grand-mère vous pouvez le dire à vos petits-enfants, d'où la nécessité réellement de dire réellement avec des mots que quand tu verras des images pornographiques, parce que je crois que c'est presque comme ça qu'il faut dire les choses, tu sais, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la réalité. Je crois que c'est une mise en scène. Voilà, je crois que c'est vraiment une phrase toute simple à dire. Parler de la réalité. Et je crois que c'est vraiment important de pouvoir transmettre ça à l'enfant, je dirais avant qu'il ait 12-13 ans. Hein. Parce que quoi qu'on en dise... les statistiques, oui, à 12-13 ans, ils ont déjà été exposés à des contenus. Oui. Beaucoup, oui. Je pense leur avoir dit, mais alors je me rappelle plus à quel âge. Honnêtement, je me rappelle plus. Non, mais c'est pas grave. De toute façon, ils vont bien, vos enfants. Donc, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque. Ça y est, de toute façon, là, maintenant, ils sont adultes et vaccinés, comme on dit. Hein. Ouais. Après, c'est vrai que moi, personnellement, à la place de la pornographie, moi, je suis plus attirée vers les suggestions un peu soft. Donc, par exemple, les histoires de calendrier avec des photos d'hommes nus, tout ça, ça va plus... ah oui, le calendrier des pompiers, ça peut vous plaire. Des choses comme ça va plus un petit peu... voilà, me donner du désir, des choses, de la littérature érotique, ça va plus être efficace que franchement de la pornographie. Voilà. Et après, moi, par contre, la pornographie pour les autres, je dis chacun fait son marché, quoi, en fait. Hein. Bien sûr. Bon, j'ai bien compris que vous n'étiez pas censeur. C'est pas parce qu'on n'aime pas qu'il faut en dégoûter les autres, comme on dit, hein, évidemment. Merci Nathalie. Alors, je vous laisse choisir. Vous préférez recevoir le livre de l'actrice Marilyn Jess ou plutôt les mémoires de Richard Allan ? Alors, qu'est-ce que vous me préconisez, vous ? Écoutez, je sais pas. Peut-être, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'il y en a un, c'est un livre de photos qui retrace donc la carrière de cette actrice qui a tourné pendant cette époque-là. Et puis le livre de Richard Allan, c'est un récit. Ce sont des mémoires. Alors il y a aussi beaucoup de photos. Hein. Il y a aussi environ 200 photos. Mais effectivement, ça raconte une époque peut-être plus large, puisque c'est aussi sa vie. Et donc voilà, ça commence dès ses
ses jeunes années, et c'est aussi l'histoire aussi d'un courant qui a libéré de gens qui vivaient une sexualité libérée avant l'heure. C'est ça qui l'a amené au cinéma pornographique, puisque il fréquentait les partouzes, ce qu'on appelait à l'époque les partouzes. Et donc si vous vous intéressez, vous parlez de sociologie tout à l'heure, si vous vous intéressez à un moment d'histoire, et vous aimez lire, donc je pense que c'est plutôt ce livre. Ça vous intéressera peut-être davantage. Oui. Eh bien, je le prends avec plaisir. Eh ben, on vous envoie le livre de Richard Allan. Merci Nathalie. La petite devinette avant les infos, Guillaume le disait, qu'est-ce qui permet de dire que les hommes de la préhistoire bandaient vraiment bien? Vous avez le temps des étuis péniens. Vous avez après les infos, il faut donner la réponse. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En quoi la pornographie fait évoluer notre sexualité? C'est ce dont on parle avec vous au 0826 300 300 et avec Guillaume Le Dizez, auteur de ces deux livres, l'un sur Marilyn Jess et l'autre sur Richard Allan, que nous aurons en ligne tout à l'heure après le Love Conseil, donc après 15h30. Garance est avec nous, elle va donner son avis évidemment, mais d'abord la réponse à ma devinette. Qu'est-ce qui permet de dire que les hommes de la préhistoire bandaient bien? Guillaume Le Dizez. Alors peut-être des peintures rupestres qui montraient des hommes en érection? Non, c'est très simple. En fait, c'est le nom de ces hommes de la préhistoire. On les appelait des Homo erectus. Donc forcément, on peut imaginer qu'ils bandaient bien avec un nom pareil, non? Oui. Pas la peine de chercher bien loin. Non. Bonjour Garance. Bonjour Brigitte, bonjour Guillaume. Bonjour. Donc vous avez regardé un peu la pornographie aussi, mais ça vous plaît pas non plus, Alors je me retrouvais dans certaines choses, la personne juste avant. Parce que disait Nathalie, parce que c'est, je pense, relativement féminin, et comme je suis dans la même tranche d'âge, effectivement il y a peut-être quelque chose d'éducatif là-dedans, mais je suis pas sûre que les jeunes femmes d'aujourd'hui soient si différentes dans leur façon de vivre l'amour et la sexualité, vous savez, Garance. Je pense qu'il y a, oui, sans doute, oui. Mais alors après, j'ai des engagements associatifs auprès de jeunes, mais effectivement, peut-être que c'est pas très différent, mais j'aurais tendance à penser que dans la mesure où la pornographie rentre très vite, très jeune dans la vie actuelle de cette jeunesse, ça explique aussi certaines réactions de certaines jeunes filles qui tombent dans une façon de se protéger et dont on peut dénoncer parfois les excès vestimentaires, parce que moi j'en ai vu certaines évoluer vers ça en raison justement de cette pression qui était pour elles trop, voilà. Donc effectivement c'est pas très différent, mais je pense que c'est il y a quand même deux courants. Et après il y a des jeunes filles. Vous voulez dire qu'elles s'habillent de manière un peu provocatrice, c'est ça? Non, c'est tout à fait normal, enfin normal dans le sens sans provocation ni rien, et le fait d'être très vite confrontée à une pression liée à la pornographie, elles tombent justement dans un effet elles sont hyper prudes, c'est-à-dire que voilà, je n'ai pas envie de stigmatiser qui que ce soit, mais ça explique aussi parfois certaines réactions qui peuvent choquer et qui font qu'il y a certaines tenues vestimentaires qui apparaissent et qui sont, me semble-t-il, parfois en réaction aussi à cette pression, enfin par rapport à ce que moi je constate dans mes engagements. Après, c'est peut-être pas généralisé, mais enfin en tout cas de ce que je peux voir. Mais en tout cas, ce qui ressort de ce que disent les sexothérapeutes, parce qu'au fond, alors je sais bien que c'est plutôt des personnes qui ont des problèmes qui vont aller voir un sexothérapeute quand elles sont jeunes, mais ce qui ressort, c'est que souvent elles vont au début d'une relation être assez libres, pensant qu'il faut tout faire, fellation, sodomie, etc. Et puis au bout de quelques semaines, quelques mois, elles n'ont plus envie de faire autre chose, voire même rien. Donc on voit bien qu'il y a une sorte en effet de modèle de ce qu'il faut faire pour s'accaparer, si je puis dire, un homme. Et puis ensuite, il y a ce qu'on a envie de faire et il y a plus tout ça, quoi. Voilà ce qui ressort. Après, c'est toujours des généralités. Oui, enfin, c'est un petit peu quand même le constat qu'on peut faire aussi quand on est auprès de jeunes. Voilà. Mais quand je parlais d'éducation, c'était plus dans le sens où le fait comme on n'avait pas ce libre accès en fait à la pornographie,
on allait par des voies détournées. Effectivement, quand on allait dans les louer la cassette du samedi soir, il y avait des rayons où s'il y avait des parents avec nous, on n'avait pas le droit d'y aller. Puis si on était seul, on y passait curieusement 3 fois devant. Ce genre de choses où pareil pour les revues, s'il y avait des parents avec nous, on n'achetait pas le programme télé par exemple, on se contentait de le prendre et de vite payer et sortir. Et puis si on était seul, on passait devant. Moi je me souviens trouver les couvertures de lui très très belles quand j'étais ado, alors que je trouvais qu'il y avait de très belles photos, qu'il y avait quelque chose je trouvais ces femmes magnifiques, mais s'il y avait ma mère à côté, jamais de la vie je risquais de m'attarder devant. Vous voyez, il y avait le fait qu'on soit obligé de passer par des voies détournées finalement pour aller regarder des corps dénudés, avec quelque chose de beaucoup plus constructif, me semble-t-il. Oui, vous voulez dire que la transgression développe la fantasmatique. Complètement. Et puis après, moi, j'ai eu la chance d'avoir... j'avais une de mes grand-mères qui lisait alors les collections Harlequin, mais pour sa génération, c'était déjà énorme. Et quand j'allais en vacances chez elle, je lui piquais les livres. Mais donc, j'avais 13 ans. Donc, collection Harlequin à 13 ans, on a l'impression de faire un truc extraordinaire. Après, je lui piquais ses livres de Daniel Steele. Là, c'est pareil. Donc, tout ça faisait que, comme ça passe par la construction qu'on se fait nous, c'est forcément... on va peut-être pas aller dans des choses au-delà de ce qu'on se prend en pleine figure quand on voit du porno, surtout le porno actuel, quoi. Voilà. Je peux en dire. Oui, bien sûr. Guillaume, vous voulez réagir peut-être Qu'est-ce que je vous côtoyez des jeunes femmes, j'imagine Oui, je pense que alors. Il y a peut-être quelque chose d'intemporel et d'universel, c'est la gêne qu'on a vis-à-vis de ses parents encore aujourd'hui, et que je pense qu'on aura de tout temps à évoquer enfin voilà, la gêne vis-à-vis de ses parents avec tout sujet sexuel et la gêne des parents vis-à-vis de leurs enfants, hein, c'est tout à fait réciproque. Donc ça, je pense que ça existe encore. Aujourd'hui, effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites à propos des fantasmes qu'on pouvait développer parce qu'il y avait un parcours d'accès à des contenus érotiques et a fortiori même pornographiques aussi. Hein. Mais il y a encore ces choses-là existent encore aujourd'hui. Ça prend d'autres formes. Hein. C'est vrai qu'il n'y a plus voilà. Il y a, par exemple, je vais donner cet exemple dans les films de l'âge d'or de la pornographie, les gens ne font rien de formidable, rien d'exceptionnel la plupart du temps en termes de pratiques. Sont des pratiques qui sont assez courantes, mais effectivement, ce qui est exceptionnel, c'est que les gens font l'amour librement avec un amant, une amante, et c'est qu'en fait, il soit possible de faire l'amour un peu, dans des circonstances inattendues. Mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et ça, c'est vrai que c'était déjà suffisamment exceptionnel. Alors aujourd'hui, les fantasmes ils vont se situer effectivement sur des choses qui sont un peu moins accessibles que je fais d'ailleurs souvent le parallèle entre la pornographie où il y a une sorte d'escalade de montrer des choses sexuelles de plus en plus hard et extrêmes et qui sont finalement pas tellement réalisables pour la plupart des gens, et puis les films d'action où en effet les cascades sont de plus en plus exceptionnelles et de plus en plus invraisemblables. Hein. Oui, c'est du spectacle aussi. Hein, donc c'est aussi une sorte de surenchère inévitable et je pense quand même que les jeunes sont bien conscients quand ils voient des films avec des trucs sexuels pas tout à fait faisables. Ils voient bien que c'est autre chose, quoi. Non, alors, il me semble. Garance, vous voulez répondre ? Enfin, j'allais dire que moi, pour les jeunes, tout dépend l'encadre, enfin le cadre dans lequel ils évoluent. Parce qu'effectivement, ceux qui, par ailleurs, ont des repères. Bien sûr, non, mais ça, c'est toujours la même histoire. Mais je prends toujours cet exemple de Superman où on a eu un gosse qui a cru qu'il allait pouvoir voler comme Superman. Bon, ok, mais c'est pas pour autant qu'il faut interdire Superman.
Ah non, mais de toute façon, moi, je trouve pas qu'il faille interdire la pornographie, mais c'est vrai que le fait que ça intervienne très vite et souvent sans qu'il l'ait pour autant cherché, parce qu'il y a aussi ça, c'est le fait que ça puisse être, ça intervient au détour d'une vidéo, ils vont juste regarder une vidéo de musique et ça leur est, voilà, ça arrive comme ça en travers, qui fait que c'est ça qui est déstructurant, je trouve, pour les jeunes, parce que ceux qui ont, alors il y en a qui ont le réflexe de venir le dire et qui vont de suite en parler parce que, et puis il y en a qui pour qui ça va rester quelque chose alors soit ils vont y retourner d'eux-mêmes, soit ça va un petit peu les paralyser, vous voyez, dans cette et c'est ça en fait qui est compliqué à l'heure actuelle en fait. C'est pour ça qu'on ne cesse de répéter en effet qu'il faut en amont évoquer la pornographie auprès des jeunes. C'est indispensable, je suis bien d'accord. Parce que le traumatisme sera d'autant plus fort si on les a absolument pas préparés. Ouais. Mais par contre, moi dernièrement, là, parce que j'habite en province, et j'ai eu le plaisir d'aller dans certains quartiers parisiens où j'ai vu qu'il y avait encore des cinémas qui en proposaient du porno. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, je le dis, parce que je me suis dit, mais justement, s'il y avait encore des salles dédiées, peut-être que ça montrerait. Il y a encore des salles à Paris, vous êtes sûr? Alors j'en ai trouvé une absolument. Ah oui. Et je me suis dit, mais ce que j'ai trouvé encore plus chouette, c'est qu'il y avait un couple qui s'y rendait, donc hommes et femmes ensemble, très contents de choisir. Je croyais que la dernière salle qui était donc le Beverly avait fermé. Donc... Alors c'était la dernière salle en 35 mm, mais il y a des salles qui projettent encore en vidéo. D'accord. Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit que ça peut-être que ça permettrait en fait de, vous voyez tout à l'heure, bien sûr qu'on ne peut pas l'interdire et il ne faut pas l'interdire la pornographie, mais de refaire qu'il y ait des cadres un peu plus spécifiques, un peu plus peut-être que ça sortirait la pornographie de cette je sais pas, de ce qui se passe actuellement là, parce que moi dernièrement j'ai voulu aller en voir quand même, parce que justement j'en avais vu il y a très longtemps, alors je me suis dit tu vas aller voir cette évolution, il n'y a pas d'histoire et puis c'est tellement trash que c'est... Enfin, pour ma part en tout cas, j'ai trouvé ça moche. Enfin, il n'y a pas d'esthétique en fait, voilà. Et donc ça, à part voilà, ça m'a pas intéressée. Alors que par ailleurs, ça pourrait m'intéresser s'il y avait quelque chose d'un peu plus construit autour en fait. Oui, voilà. Un vrai film quoi. Ouais, oui. Complètement. Un vrai film, tout simplement. Tout simplement, oui, c'est voilà. C'est toute la question, hein, bien sûr, Guillaume Le Dizez. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez, alors on va, notamment à l'occasion de la sortie de ces différents livres, avec le Club de l'Étoile, qui est une très jolie salle à Paris, on va justement faire un ciné-club. Autour des chefs-d'œuvre de l'âge d'or du X. C'est des clubs qui va s'appeler le Feu Occulte. Et on commence avec La Femme Objet, avec Marilyn Jess, le 27 janvier, donc avec présentation de la séance, avec un avant-programme. C'est un film de Claude Mulot, alias Frédéric Lansac, oui. Voilà, qui est considéré comme un des plus grands films de la pornographie française, et qui est le film aussi qui a permis à Marilyn Jess d'accéder au statut de vedette, de star. Et donc voilà, on répétera Donc il y aura une projection avec le film, etc. Avec des bandes annonces, avec des sketchs, enfin avec des choses assez drôles, des découvertes, voilà, des choses qu'on a été chercher chez des collectionneurs exprès pour l'occasion. Et puis aussi le film en lui-même. Donc on va bien voir. Et ce sera donc quelque chose que vous allez reproduire au fur et à mesure. Exactement. On aura ensuite une séance fin mars à l'approche de Pâques avec Richard, puisque Richard est également chocolatier. Donc ça sera aussi l'occasion de découvrir les chocolats de Richard, et puis d'assister à la projection d'un grand film avec lui. On a encore plusieurs hypothèses. Il faut qu'on en parle avec Richard, justement. D'accord. Eh bien, Garance, quel livre vous préférez recevoir? Celui de Marilyn Jess ou celui de Richard Allan? Alors, de ce que j'ai pu entendre depuis le début de l'émission, donc celui sur Richard Allan permet de balayer en fait un petit peu toute l'histoire de l'évolution de la pornographie. Oui, absolument. Ça, hein, alors voilà, moi ça m'intéresse à ce titre. Celui sur Marilyn Jess aussi, mais avec il y a moins les origines, puisqu'il se trouve que Richard est arrivé avant même que la pornographie existe, Richard s'est retiré du cinéma avant Marilyn, qui elle a continué un peu plus longtemps.
longtemps. Puis il y a d'autres pans dans Marlene Jess, elle a travaillé avec Harakiri, elle a beaucoup fait de romans photos avec Harakiri et le professeur Choron, donc ça c'est aussi quelque chose dont on parle beaucoup dans le livre. Oui. Et elle a aussi beaucoup participé à les romans photos italiens. Les Italiens, eux, se sont mis à faire des films X beaucoup plus tard que nous. Et pour faire écho à ce que disait un auditeur tout au début de l'émission, la pornographie est beaucoup passée par les revues et par les romans photos, puisque les Italiens ont toujours été les rois du roman photo. Et donc assez naturellement, ils se sont mis à faire des romans photos pornographiques. Donc vous restez sur le livre de Richard Allan ou pas? En fait, les deux m'intéressent dans la mesure où ça balaye il faut choisir. C'est bien ça, il faut choisir. Alors Oh là là, c'est compliqué quand on les a pas sous les yeux. Écoutez, je vais rester peut-être sur le livre de parce que j'ai l'impression, voilà, ça balaye plus l'histoire de la pornographie. Je pense, je trouve ça intéressant, ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Eh bien voilà, merci beaucoup. Merci Garance. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio 0826 300 300. Oui, vous avez peut-être, vous repartirez peut-être avec un des deux livres. Il en reste plus qu'un de Richard Allan. On aurait pu penser le contraire. Hein. Allez, on fait une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et alors ça, c'est vraiment les aléas du direct. On aurait pu penser qu'on aurait beaucoup d'hommes, et puis finalement, ce sont des femmes qui réagissent. Guillaume le disait, et c'est Victoria maintenant qui est avec nous, qui est un petit peu dans la même mouvance, me semble-t-il, que Garance. Bonjour Victoria. Non, finalement, on a Cédric. D'accord. Bon, changement de... Voilà, c'est le direct, je l'ai dit. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Finalement, vous avez un homme. Et ben voilà, ça me va très bien aussi. Et donc, vous êtes consommateur de pornographique, Cédric ? Actuellement, non. Je ne souhaite plus en consommer. Je n'ai eu consommé même dans un passé plutôt récent. Oui. Surtout, là actuellement, je suis séparé, je suis seul. Et à l'intérieur, quand j'étais en couple, ça m'est arrivé d'en consommer. En couple, donc ? Quand j'étais non, seul. Seul, parce que la relation était pas comme j'aurais pu l'espérer. Et je complétais ce manque affectif en fait par de la pornographie qui apporte juste une satisfaction sur le plan du corps en fait tout simplement. Oui, mais pulsionnel, oui. Voilà, sur le plan de la pulsion, mais en fait ça n'a pas rempli ce vide-là qui a participé, je pense que ça a participé à l'éloignement de ma compagne, enfin de notre éloignement mutuel. C'est-à-dire, elle a vu que vous consommiez de la pornographie et elle s'est sentie trompée ? Non, je pense pas je pense qu'elle le savait. Mais elle m'a laissé me laisser faire de mon côté sans faisait l'autruche, on peut dire entre guillemets. Et elle savait que j'avais fait part que notre relation, j'aurais aimé plus de complicité, que c'était à ce moment-là c'était peut-être pas possible. Et en fait le fait de nourrir cette pulsion, je pense que ça finit par l'amplifier en elle-même, la pulsion du rapport du corps en fait, et ça crée une tension, à mon avis personnel. Vous pensiez que de regarder des films, ça allait calmer votre libido, et au fond, ça n'a fait que vous rendre un petit peu dans l'addiction, sans aller peut-être jusqu'à l'addiction. Tout à fait. Et ça a peut-être surtout empêché d'évoquer vraiment la question de la sexualité avec votre femme, en fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a une partie qui s'explique comme ça. Oui. Oui, puis c'était plus du tout. Et puis le fait d'être dans la pulsion, même moi, j'ai peut-être pas forcément. On a peut-être des fois eu un simple rapport qu'on aurait pu que dans d'autres circonstances, on aurait vraiment fait l'amour, tout simplement. Et pour moi, les deux sont totalement différents. Le plaisir de l'un et de l'autre, c'est... ça n'a rien à voir. Je crois que là, Tout à fait. Je pense pas que la pornographie puisse remplacer une relation avec une femme avec qui on est bien et avec qui on peut avoir de la sexualité. Ça, je crois que c'est pas possible.
Ah non, avant tout, la pornographie, c'est avant tout pour... Enfin, c'est dans les faits, et surtout aujourd'hui, on la consomme seule, donc c'est pour soi. Et puis, ça peut être aussi voilà, quelque chose qui se fait en couple également, et donc qui peut être aussi... voilà, qui peut faire partie de la vie sexuelle d'un couple, mais non, c'est pas la réalité, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, après, je sais pas comment vraiment, je sais pas si j'étais vraiment clair dans mon propos, si j'ai réussi à exposer ce que je voulais à la base. C'était surtout ça, c'était plus on nourrit une pulsion, plus elle se fait sentir et plus alors, pas forcément, mais c'est surtout que vous avez voulu l'utiliser pour moins souffrir du manque de sexualité dans votre histoire, et en fait, ça fait que renforcer. Oui, enfin renforcer, je sais pas, mais vous souffriez aussi du manque d'amour et du manque d'envie de votre partenaire d'être avec vous. Je crois qu'il faut pas nier le besoin de l'homme de faire l'amour pour se sentir aimé par son épouse. Exactement. Et ça, la pornographie pouvait pas pallier ce manque. Ça ne comporte aucune solution sur ce plan-là, sur le plan affectif. Ça saurait. Vous voyez, donc ça n'a fait que réactiver, si je puis dire, la problématique de votre couple, en effet. Mais bon, c'est comme ça. Le but de mon témoignage, c'est justement à tous ceux qui peuvent m'entendre aujourd'hui et peut-être se poser les bonnes questions. Et alors justement, on va faire une pause, Cédric, et vous allez revenir sur justement le but de votre témoignage. À tout de suite. Et Sud Radio. Toujours en compagnie de Guillaume Le Duzez, auteur de ces deux livres, l'un sur Marilyn Jess et l'autre sur Richard Allan, à qui on va donner la parole dans un instant. Mais retrouvons Cédric. Donc Cédric, votre témoignage, c'est vraiment pour montrer à quel point la pornographie, elle n'est pas là pour pallier le manque de sexualité dans un couple ou le manque d'amour. Hein. Tout à fait, tout à fait. En fait, le manque d'amour restera un manque d'amour et la pulsion sexuelle et en fait c'est deux choses totalement différentes et des fois pris dans le flot de la vie et du quotidien on peut faire l'amalgame facilement. Après bon, je parle de mon point de vue à moi personnellement. Oui, après sûr, je sais pas pour les autres. Et je l'ai fait, cet amalgame-là, et en fait, ça n'a rien amené de bon, voire le contraire. Mais vous avez eu tendance à en regarder de plus en plus au fil, à partir du moment où vous commencez à en regarder en vous disant puisque ma femme ne veut plus faire l'amour, ou je vais me débrouiller tout seul, et vous commencez à regarder de la pornographie. C'est comme ça que ça s'est passé ? Oui. Et vous vous êtes mis à en regarder de plus en plus, c'est ça ? Oui, un petit peu plus, oui, un petit peu plus, et après... Et ça vous a isolé finalement encore plus de votre femme ? En fait, pas forcément, c'est que les moments où c'est que... Parce que bon, il y avait quand même des moments où ça nous arrivait de faire l'amour quand même, et les moments où elle pouvait me refuser, où c'était pas le moment, et ça amène une frustration supplémentaire en fait. Je pense que ça alimente la frustration C'est-à-dire parce que vous voyez des femmes qui sont totalement ouvertes et prêtes à n'importe quelle sexualité, et tout d'un coup vous avez votre femme qui vous dit non, c'est ça que vous voulez dire ? Je sais pas comment le décrire vraiment au fond. C'est cette envie d'avoir un rapport tout simplement qui fait que c'est plus on alimente cette mécanique, j'ai envie de dire, et plus on en a besoin en fait, et on a du mal à avoir se voir refuser. Du coup, c'est encore plus frustrant. Et je pense que à force, c'est autodestructeur à long terme. Oui. À mon avis. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez ressenti. Est-ce que c'est forcément comme ça que tout homme qui regarde de la pornographie, indépendamment de la sexualité avec son épouse, le ressent comme ça? C'est pas sûr non plus. Hein, Non. Et après, je pense que on est quand même. Je pense pas être le seul dans ce cas-là. Non, bien sûr, ça c'est évident. Et donc vous dites aujourd'hui, je veux plus voir de pornographie. Vous l'avez prise en grippe.
je ne l'ai pas prise en grippe, mais disons que ceux qui en consomment, s'ils sont en accord avec ça, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Moi, je juge pas les comportements des autres. Mais pour ma part personnelle, quand on s'est séparés, il y a toujours le moment où on est triste, on n'a pas forcément la tête à ça. Et finalement, toute cette pulsion-là a fini par s'estomper. Et maintenant, je suis beaucoup plus posé par rapport à ça. J'ai plus cette... C'est-à-dire que la vision de la pornographie avait un peu excité votre libido. Oui. C'est ça. Oui. Oui. Mais la pulsion, sur le côté pulsionnel, pas sur le côté émotionnel. Oui. Et quand on parle de l'excitation, oui, c'est... Oui. Ce qui peut se comprendre, hein, d'ailleurs, puisque forcément, ça nourrit la libido. Hein. Voilà. Et du coup. Bon, eh bien, vous avez retrouvé une compagne, Cédric ? Non, toujours pas. Bon, en tout cas, quand vous en retrouverez une, il faut communiquer. Hein, c'est ce que je dis très très souvent. Il y a rien à faire. Hein, il y a que comme ça qu'on peut faire avancer la sexualité dans un couple. C'est en parlant. Si on n'arrive pas à en parler, il faut aller voir quelqu'un. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Merci Cédric, en tout cas, de votre témoignage. Quel livre vous voulez ? Celui de Marilyn Jess, mais alors ça va peut-être exciter votre libido, ou celui de Richard Allan ? Un qui est plutôt un regard positif sur les choses, qui pourrait c'est deux livres très positifs. Très positifs. Après, je les connais pas du tout, ces deux livres. Non, ils viennent de sortir, c'est normal. Ni même les auteurs, donc. J'ai envie de dire le moins excitant, on peut dire, pour côté pornographique. On va pas vous envoyer celui de Marilyn Jess alors, parce que sinon ça va. On va vous pousser au crime là, sinon. Donc on vous envoie celui de Richard Allan. Et il y en aura plus pour les prochains auditeurs, c'est fini, ils sont partis tous les trois. Désolé pour eux. On vous l'envoie, comme ça vous verrez un petit peu l'histoire de cet âge d'or de la pornographie. Merci en tout cas Cédric, merci beaucoup. Merci. Demain, on sera sur un tout autre sujet. On sera avec Bruno Martin et nous évoquerons l'éjaculation rapide parce que ce n'est pas une fatalité. On vous donnera quelques conseils pour tenir un petit peu plus longtemps. Je ne pense pas que ces conseils, Richard Allan en ait besoin. Il est avec nous. Bonjour Richard Allan. Bonjour Brigitte, comment ça va ? Ça va bien, merci. Je suis avec Guillaume Le Dizès. Bonjour Guillaume. Bonjour Richard. Avec qui vous avez donc travaillé sur ce livre qui s'appelle donc Richard Allan. Je me souviens plus du sous-titre et le livre il est parti, ça y est, on en a plus. Aventures extraordinaires. Voilà. Donc vous racontez un peu votre parcours avant et évidemment pendant. Combien d'années vous avez tourné des films X, Richard Allan ? J'ai tourné en fait de 74 à 82, mais je suis resté dans le métier jusqu'à 90. D'accord, donc vous avez tourné pendant 8 ans ? Pendant 8 ans, oui. 8 ans avec évidemment énormément de partenaires, donc on ne compte même plus le nombre de femmes que vous avez honorées, pour utiliser un terme qui correspondrait bien à cet âge d'or du X. Oui, et pour mon plus grand plaisir aussi. Mais évidemment. Alors, quelle serait la première qualité pour un acteur de film X, Richard Allan ? La première qualité, c'est d'avoir une érection, quoi. C'est l'évidence même, parce que, comme on dit dans le jargon un peu populaire, il est plus facile d'avoir la bouche ouverte que bras tendu. Mais si on n'a pas cette qualité d'avoir une érection qui soit assez rapide, c'est même pas la peine d'en parler. Alors, moi je parle de mon époque. Maintenant, aujourd'hui, il y a des superfuges qui sont la piqûre. On va rester sur votre époque, justement, Richard Allan, parce que là, je crois que c'est une question qui intéresse beaucoup d'hommes. Vous avez eu des rapports avec différentes sortes de femmes. Certaines, certainement, vous plaisaient, d'autres pas. Quelle est l'astuce que vous utilisiez pour arriver à avoir une érection, justement ? En fait, je me concentrais plus sur un point donné, soit le visage parce que je pouvais regarder, soit parce qu'il y avait une prise de main qui était communicative, soit parce que j'étais dans un sexe qui était un peu serré, un peu humide, etc. Donc je me suis toujours positionné par rapport au plaisir personnel pour que je ressente exactement ce que je pouvais avoir pour tenir l'érection, quoi.
Mais il est arrivé quelquefois que j'avais pas tous ces atouts. Et malgré ça, il y a quand même une concentration qui se fait, ne serait-ce que sur l'acte lui-même, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que... Bon, 8 ans, c'est pas rien, hein, 8 ans de ce métier. Quelles étaient vos satisfactions? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Qu'est-ce que vous en retiriez finalement à l'époque? C'était, j'imagine, du plaisir, certes. Oui, en premier lieu du plaisir. Maintenant, ça a été aussi une façon de gagner de l'argent, d'être dans un milieu qui était un milieu de cinéma, sans penser que demain je pouvais tourner dans un film dit traditionnel. Mais il y avait ce côté aussi un peu magique qui est le cinéma. Et compte tenu de l'époque dans laquelle il y avait des mises de fonds qui étaient relativement importantes, on avait des films qui étaient construits un peu au même titre que des films traditionnels. Donc on était vraiment dans ce positionnement du cinéma qui fait un peu rêver tout le monde, quoi. Après, bon, il y a eu une évolution qui s'est faite. Il y a eu aussi l'avènement de la pornographie, enfin, c'est-à-dire de l'image par rapport au bouquin, enfin les revues. Après, il y a eu la vidéo en 81, et c'est là où ça m'a fait un petit peu réfléchir sur le positionnement que j'avais à prendre par rapport à la vidéo ou par rapport aussi au cinéma. Et cela dit, j'ai arrêté de tourner en 82 parce que j'ai vu un jour, j'étais directeur de production à ce moment-là, et j'ai vu sur mon bureau un journal Libération qui relatait la mort d'un homme qui était la conséquence du syndrome de Kaposi. À l'époque, on appelait pas ça le sida encore. C'était une photo d'un homme qui était rempli de taches noires, et j'ai lu l'histoire et ça m'a freiné un petit peu. Je me suis dit, bon, je suis dans une colonie à risque, il faut limiter les risques maintenant. D'accord, donc c'est votre intuition quelque part qui vous a guidé, qui vous a dit c'est peut-être le moment d'arrêter, c'est pas la peine de prendre ce risque supplémentaire. Même si on sait aujourd'hui qu'il y a assez peu d'acteurs dans la pornographie qui sont séropositifs ou qui sont morts du sida. Il y en a eu très très peu finalement sur. Oui, en France, il n'y a pas eu beaucoup de cas. Maintenant, aux États-Unis, il y en a eu un peu plus. Oui, mais sur le nombre, c'est pas énorme. Quand on sait quand on sait les risques, évidemment, on est. Assez vite, les professions sont organisées. Mais oui, mais ça commençait déjà à arriver. C'est quand même arrivé très tôt aussi. Hein. Il y a eu peu de personnes, mais c'est arrivé très tôt aussi dans le X. Oui, puis après, il y a eu aussi la diffusion des films qui a demandé que tous les acteurs soient protégés, que en fait c'était des films de fiction et qu'il fallait pas les retracer comme la réalité. Maintenant, la peur n'a pas évité le danger. Il y a eu d'autres maladies qui sont greffées là-dessus. Il y a eu des cas qui n'ont pas été signalés. Enfin bon, tout un système qui a tourné autour de ça, quoi. Et aujourd'hui, quels sont les bons souvenirs que vous gardez de cette époque-là? Comme ça, qu'est-ce que vous pourriez nous raconter à ceux qui nous écoutent, Richard Allan? Les bons souvenirs, c'est que on était dans un milieu qui était vraiment un milieu de sympathie, de copains. Il y avait vraiment ce qui n'est plus le cas du tout aujourd'hui, j'imagine. Oui, tout à fait. C'était vraiment copain. On évitait, enfin moi quand je faisais du casting, j'évitais de mettre en relation des protagonistes qui s'entendaient pas bien entre eux, de façon à ce que justement l'ambiance règne sur le tournage. Il y avait des grosses rigolades aussi qui se faisaient par rapport aux prises de vue, et quelquefois on se retrouvait dans des positions qui étaient un peu cocasses. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu de making-of qui ait été fait à l'époque, comme aujourd'hui on a la coutume de le faire, parce qu'il y a vraiment des situations qui étaient extraordinairement risibles. Et bon, beaucoup de souvenirs de tendresse, de bonne camaraderie et une époque, que je dirais formidable. Et là, vous êtes donc, vous avez travaillé aussi sur ce livre avec Guillaume Ledizez. J'imagine que c'est une belle consécration d'avoir ce livre qui sort. De quoi vous seriez le plus fier par rapport à ce livre, qui pourrait donner envie à ceux qui nous écoutent de l'acheter, de le lire? Je dirais que j'apporte un témoignage sur une époque. Bon, alors évidemment, il y a la conséquence
de cette époque qui est relative aussi à mon apprentissage de la sexualité, de ma jeunesse, etc., de ce que j'ai vécu, et puis du plaisir que j'ai pu avoir dans le sexe, et ce qui a été d'ailleurs la motivation première par rapport à d'autres pour ma venue dans ce milieu. Mais c'est surtout un témoignage sur une époque qu'on a baptisé l'âge d'or du X pour moult raisons. D'une part parce que c'est l'avènement qui a eu lieu pour la France de la diffusion de ces films. Secondo, des films qui étaient vraiment construits comme des films traditionnels, et ce qui leur donnait une qualité, parce qu'il y avait un scénario, il y avait des vrais metteurs en scène, il y avait des vrais opérateurs, chefs opérateurs qui venaient du cinéma traditionnel aussi. Et c'est vraiment un témoignage qui fait partie de la Cinémathèque française, hein, au niveau des films. Il y a quelques films qui sont catalogués. Qui sont devenus des films cultes, oui, absolument. Voilà, tout à fait. Et puis, bon, c'est un témoignage. Voilà, le témoignage d'un homme qui n'avait rien à faire dans ce milieu. Bah, si, quand même, il avait un don particulier. On ne s'appelle pas que de béton par hasard. Alors justement, Richard Allan, je sais que vous avez un âge certain, hein, et je ne vais pas le donner, mais alors, est-ce que ça marche toujours de ce côté-là? C'est comme dans la vie. Souvent, quand on me demande mon âge, je dis je marche moins vite. Ben là, c'est pareil. Je bande moins longtemps. et moins vite, mais ça marche toujours. Ça marche toujours. Et ben voilà, ça c'est quand même important. Il faut que les auditeurs le sachent. Alors d'abord, il y a une chose qui est extraordinaire. Hein, si vous observez bien votre sexe, les hommes, le sexe ne vieillit pas. Alors donc, ça peut consoler justement sur le fait que l'érection doit toujours être présente. Et c'est aussi un entraînement. Alors, soit, il y a les rapports avec son épouse, sa femme, sa maîtresse, ou alors la masturbation. Et comme on dit souvent, le meilleur ami de l'homme, eh bien, c'est sa main. Ben voilà. Merci beaucoup Richard Allan. Guillaume le disait, si on veut se procurer le livre de Richard Allan, alors, on peut le commander dans toute librairie, et puis on peut aussi le trouver sur notre site, le site de l'éditeur, pulstore.net, Pulsetore. Non, bref, on le retrouvera sur sudradio.fr, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Richard Allan, merci de ces quelques minutes que vous nous avez consacrées. On fait une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve dans un instant avec un homme aussi qui consomme de la pornographie et qui nous raconte dans un instant ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. De Webcam Live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure, Guillaume le disait, avec Marcel qui nous rejoint. Bonjour Marcel. Oui, bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes consommateur de pornographie, hein, Certes. Bah oui, ça ne choque personne, enfin en tout cas pas nous, ça c'est sûr. Et vous êtes moins fan de la pornographie actuelle, hein, je crois. Ce qui se passe, je suis venu, j'ai la cinquantaine, je suis venu à la pornographie un peu sur le tard, il y a une petite dizaine d'années, avec ma nouvelle compagne, avec qui nous Vous n'en aviez jamais regardé avant? Très très peu. Alors dans les années 80, quand on était jeune, comme disaient certains intervenants précédemment, oui, il y avait des new look, sur lesquels on regardait des très jolies demoiselles, souvent très bien photographiées. De ce côté-là. Toute la période VHS, etc., non, c'est quelque chose. Enfin, j'étais en couple à ce moment-là, mais j'étais pas spécialement attiré. Les choses se sont faites par complicité avec la nouvelle compagne, avec qui je vis depuis bientôt 10 ans, voilà. Par curiosité, et puis avec des connexions Internet, ça a été assez facile. On s'est vite rendu compte que toutes les plateformes les plus connues en contenu gratuit, souvent amateur, ça avait quelque chose qui nous attirait pas tant que ça. C'était souvent pas forcément super joli. On ne sait pas trop sur quoi on tombait. Donc ça faisait des fois même l'effet inverse à celui qui est de vouloir partager un moment de complicité. Donc on est ensuite parti vers les plateformes les plus connues, hein, notamment tout ce qui est Dorsel par exemple, où effectivement on a vu quelques très beaux films. Mais on se rend compte au bout d'un petit moment qu'on a l'impression que c'est un petit peu du porno au kilomètre. C'est-à-dire c'est souvent exactement les mêmes déroulés, que ce soit dans les scènes ou même sur les films.
Certes, souvent des acteurs ou actrices, des actrices sont souvent très jolies, très bien habillées. Donc vous préférez regarder une histoire dans laquelle s'introduisent, si je puis dire, des scènes pornographiques. Voilà, il y a ce côté-là qui est très chouette, donc, mais ces films-là sont très rares. Ou alors des choses un peu plus surprenantes ou originales de par les pratiques qui soient proposées, mais tout en restant fait de manière très respectueuse. Hein. On a voulu s'intéresser aussi à ce qu'on appelait un petit peu le porno féminin, avec les plateformes de Erika Lust ou des choses comme ça, mais finalement, c'est un petit peu pareil. Ce que je reproche maintenant, c'est que c'est difficile d'être surpris. Et que voilà, c'est vraiment, ça tourne beaucoup en rond. Mais moi, ce qui a fait que j'ai pris la décision de vous appeler, vous parliez de films comme par exemple La Femme Objet, qui sont des films cultes. Moi, je consomme ça uniquement en couple, à des moments où elle le veut. Hein. C'est pas du tout quelque chose d'impulsif. Je me connecte pas sur mon téléphone tous les jours pour regarder du porno. C'est vraiment des moments de complicité avec ma compagne où on a envie de se dire tiens. Voilà, sur certaines soirées, ce n'est pas systématique, mais des fois on a envie de mettre un peu de piment. En début de soirée, ça peut faire aussi partie de donc vous aimeriez savoir comment vous procurez ce genre de film, c'est ça? Voilà, je trouve, et j'ai essayé de chercher sur Internet une sorte de bible du cinéma porno. Si je ne m'abuse, c'est Francis Micheline qui a produit La Femme Objet. Oui, qui a produit La Femme Objet et la plupart de ces films de l'âge d'or. Voilà, des grands films de l'âge d'or. Hein, donc il faut aller sur le site de Micheline, tout simplement. Alors, il n'a pas de site, mais non, enfin, je veux dire, vous pouvez trouver la majorité des films produits par Francis Micheline, vous pouvez les trouver sur les plateformes de vidéo à la demande, comme la vidéo à la demande d'Orange ou sur Canal VOD, par exemple. Hein, la plupart de ces films-là sont accessibles en location. D'accord. En location, ou vous pouvez les acheter également. Hein, oui, ils existent aussi en DVD. Bien sûr, mais c'est pour arriver à trouver une sorte de guide un petit peu. Bon, là, on parle de cet âge d'or du cinéma porno français, mais il y a aussi des réalisateurs qui ont fait des choses qui ont bousculé à leur époque, comme Russ Meyer, des choses comme ça. Alors, Russ Meyer n'a fait que de l'érotisme. Il a décidé de ne pas passer la frontière de la pornographie. C'est un choix qu'il avait fait. Donc effectivement, il a beaucoup bousculé les choses du côté de l'érotisme. Ouais. Donc ma question, c'est un petit peu ça. C'est en étant amateur. Mais il y a des magnifiques films. Il y a des magnifiques films américains, en effet, de ces années-là, qui sont aussi qu'on peut acheter en DVD, oui, hein, ou en effet. Ou sur des plateformes en vidéo à la demande, oui. Vidéo à la demande, oui. Oui, alors vous pouvez aussi les voilà, trouver. moi, ce que j'aimerais, puisque je parle des érudits en la matière, voilà, c'est qu'on puisse un petit peu savoir, parce que je parle de Russ Meyer, ça m'est venu comme ça. Mais je suis surpris même qu'il n'y ait pas eu encore une édition, un livre, quelque chose qui... Vous parliez de l'éducation au porno, etc., où il y a une sorte de guide, de films, d'auteurs, de choses comme ça, que ce soit français ou autre, pour qu'ils puissent me dire tiens, on pourrait essayer de regarder ça, hein, ou d'autres choses. Voilà, moi j'aimerais trouver quelque chose comme ça. Mais il a raison, Marcel. Au fond, c'est très compliqué, si on n'est pas un peu érudit, de savoir quels sont les films, les vrais beaux films qui peuvent être... Exactement ça, Brigitte. C'est vrai que... alors je me permets il y a eu des tentatives de réponse. Il y a eu des tentatives de réponse partielles, mais effectivement à travers des filmographies, des parcours précis. Donc le livre sur la carrière de Brigitte, le livre sur la carrière de Marilyn Jess et celui sur celle de Richard Halal, vous donne plein de conseils de bons films à voir. Avec ces personnalités-là, mais effectivement, ce sont des livres aussi dans lesquels on a la place de parler de tous ces films. Hein. Il y a aussi le livre de Gérard Kikoïn, qui est aussi un des réalisateurs les plus passionnants de cette époque-là. Donc voilà, donc par exemple, vous allez probablement devoir dire, enfin, vous allez probablement choisir le livre sur Marilyn Jess. De toute façon, il n'a pas le choix. De toute façon, il n'a plus le choix, il reste plus que celui-là. Le livre sur Marilyn Jess va vous indiquer déjà une bonne quinzaine de films qui valent vraiment le détour. Alors, il y a La Femme Objet qu'on a mentionné, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et puis, c'est une excellente nouvelle.
Et puis vous pouvez vous tourner aussi vers le livre Brigitte Lahaie, les films de culte, où aussi les bons films sont bien mis en exergue. Voilà. Après, effectivement, c'est merci de la demande, parce qu'elle pourrait justement me donner une idée de livre, justement comment emmener les gens à travers l'âge d'or du cinéma pornographique. Voilà le prochain livre de Guillaume Le Dizès. Elle a un guide des films, effectivement. Alors il existe un dictionnaire, mais alors qui est vraiment une œuvre totalement encyclopédique. Il n'est pas du tout révélateur des. Enfin, le projet, oui, c'est le dictionnaire des films érotiques et pornographiques de Christophe Beer. Le but de ce livre, c'est de recenser tous les livres, tous les films. Oui, tous. C'est un dictionnaire extraordinaire, mais qui ne correspond pas du tout à la demande de Marcel. C'est pas tout à fait votre demande, parce qu'effectivement, il y a plusieurs milliers de films. Je pense que, mais c'est une. Bon, enfin, écoutez, déjà, c'est une idée. C'est une bonne idée. Merci Marcel. Et puis Marcel, vous recevrez le livre donc de Marilyn Jess. Et puis si vous voulez vous procurer les livres, vous l'avez compris, vous allez sur le site de Guillaume Le Dizès, que vous retrouverez sur sudradio.fr, et que je peux d'ailleurs vous donner également, si vous voulez, Pulse Store.net. Voilà. Et où vous pouvez le trouver. C'est trop tard, fini. Tout de suite, je laisse la place à C'est votre avenir, et on parle de l'éjaculation rapide avec Bruno Martin demain.